Alors, mon but, en vous montrant tout ça, n'est pas de dire ces gens ont raison, mais c'est de montrer la complexité de la situation et de rappeler qu'il y a une aspiration profonde à vivre en paix, en dépit des difficultés, en dépit des drames de l'histoire, et dont la réelle tragédie est la manière dont elle a été mise en échec par des psychopathes malveillants qui ont tout fait pour empêcher cela. Faut-il rappeler qu'on était à 2 doigts de la paix, à une paix durable à un moment donné? Je passe la parole à Renaud Girard, qui était à Gaza au moment où les accords d'Oslo ont été signés. Donc vous voyez, c'était quoi, 93 si je ne m'abuse. Donc ça fait il y a 30 ans. Écoutons comment c'était à Gaza il y a 30 ans et ce qu'il a vu de ses yeux étant sur place. J'étais à Gaza, envoyé par le Figaro, au moment de la signature des accords d'Oslo. Et c'était le soir, parce qu'il y a un décalage horaire avec l'Amérique, et tout le monde était devant sa télé. Il faisait assez chaud, c'était en septembre, les fenêtres étaient ouvertes. Et quand Yasser Arafat et Rabin se sont serrés la main, il y a eu une immense clameur dans toute la ville de Gaza. Je suis descendu dans la rue, toutes les rues se sont remplies de monde, et j'ai vu ce spectacle extraordinaire des adolescents palestiniens se précipiter sur les soldats israéliens, parce qu'à l'époque, les soldats israéliens étaient partout, ils gardaient tous les bâtiments publics, se précipiter sur les soldats israéliens pour les embrasser. Et là, j'ai cru qu'une paix était possible. Et cette paix a été négociée de manière extrêmement sensée par Rabin, qui disait « il combat le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation de paix, et je négocie comme s'il n'y avait pas de terrorisme. » Et c'était très sensé. Et la campagne de Netanyahou contre Rabin a fait qu'on a assassiné Rabin le 4 novembre 1995 à Tel Aviv, et qu'ensuite toute option de paix était impossible, d'autant plus que Netanyahou est revenu au pouvoir assez vite. Et je lui reproche aussi d'avoir privilégié le Hamas. On sait qu'il a publiquement soutenu le financement du Hamas par le Qatar, et puis je lui reproche son obsession sur les colonies en Cisjordanie, colonies qui sont illégales, qui sont contraires au droit international, que nous condamnons, nous Français, que les Américains aussi d'ailleurs condamnent. D'accord, donc la paix était là. La paix était là, les peuples ne demandaient que la paix, toutes les conditions étaient réunies, et voilà. En février 1994, un extrémiste juif massacre 29 fidèles musulmans au tombeau des patriarches à Hébron. Le 4 ou le 5 novembre 1995, un autre fanatique juif assassine le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, partisan d'un accord. Et ce ne sont pas les Palestiniens qui ont assassiné Rabin, c'est Netanyahou. Netanyahou, qui est un fou furieux, qui a toujours dit qu'il ne voulait aucun accord à aucun prix. Il veut vider tous les territoires occupés des Palestiniens, avec en plus des sympathies fascistes que nous rappelle ici Yohann Chapoutot, professeur lui aussi à la Sorbonne. Je suis toujours assez médusé de voir que l'extrême droite israélienne, par exemple, dont Netanyahou fait partie, valorise beaucoup le régime fasciste mussolinien, mais aussi le régime nazi. Ce qui induit, de la part de Netanyahou lui-même, en tant que chef de gouvernement et chef de parti, un révisionnisme sur le nazisme qui confine au négationnisme. Parce que c'est quelqu'un qui va vous expliquer assez froidement que Hitler n'a jamais voulu tuer les Juifs, qu'au fond il était très gentil, que c'est un Arabe, en l'occurrence le grand moufti de Jérusalem, qui lui a soufflé l'idée de la solution finale. Bref, ce genre d'ânerie, mais c'est très révélateur du fait que quand on est d'extrême droite, on a quand même une dilection, si vous voulez, une affection, une tendresse, pour. Il y a une internationale de l'extrême droite aussi. Mais absolument, une internationale noire qui existait déjà dans l'entre-deux-guerres. Et voyez la folie de la chose, la folie absolue de la chose. C'est un immigré sioniste révisionniste avec des sympathies fascistes, qui est négationniste par rapport à l'histoire de la Shoah, qui détruit les histoires de paix,
qui se présente comme étant l'homme fort qui va assurer la sécurité alors qu'il ne fait que semer la guerre, le terrorisme, la corruption et la misère, la victimisation des populations juives, à ce moment-là, on entretient tout ce qu'on est en train de décrire. Et donc, il y a un lien de causalité directe, c'est en tout cas l'analyse de ce spécialiste, mais qui est totalement cohérente d'un point de vue psychique, avec cette logique où on peut à son tour diaboliser une population jusqu'à vouloir l'exterminer. Écoutons ce rabbin qui, lui, va assez franco. Hachem dit « N'aie aucune pitié pour les enfants, tue aussi tous leurs enfants. Pourquoi? Il n'y a pas de différence entre eux et leurs enfants. Dans 10 ans, ces enfants t'attaqueront sur la route. Hachem sait, Dieu sait. » Donc il est dit « Vous tuerez tous les hommes et toutes les femmes, même les bébés allaitants. » Incroyable. Toutes les vaches, toutes les chèvres, chameaux, ânes, ne laissent rien, aucun souvenir de cette nation impure. Mais ici, Hachem n'a aucune pitié pour Amalek. C'est la seule nation de toute l'histoire, vraiment de toute l'histoire. Même envers les Arabes qui nous haïssent tant, Hachem a de la miséricorde. Mais pas pour Amalek. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, dit notre Torah. Nous nous en souvenons et nous combattons. Et ça, effectivement, ça a diffusé dans la société israélienne. Alors, Abby Martin, qui est une journaliste américaine qui a beaucoup enquêté en Israël, notamment en faisant des micro-trottoirs pour voir comment l'Israélien moyen se sent par rapport à ça, n'a pu faire que le constat de ce que nous décrivons ici, c'est-à-dire cette bascule collective dans quelque chose qui, effectivement, est symétrique au nazisme. Le nazisme imaginait devoir éradiquer les races impures, ce qui n'existe bien évidemment pas anthropologiquement, dont les juifs faisaient partie, pas que les juifs, mais les juifs faisaient partie. Et aujourd'hui, la société israélienne a basculé dans quelque chose d'isomorphe, qui a exactement la même forme et la même structuration, qui conduit la grande majorité des Israéliens à souscrire aux monstruosités commises par les psychopathes au pouvoir. Alors de nouveau, il y a aujourd'hui vraiment un nombre très important d'experts et de connaisseurs qui l'appellent un génocide, parce qu'évidemment, ça coche absolument toutes les cases. Et puis la question, est-ce que l'étude des génocides peut survivre au fait qu'il y en ait un qui se déroule sous nos yeux, dans le déni à peu près complet de la classe médiatico-politique? This is to do with the extreme propaganda and the dehumanization. Zionism was a very unfortunate and sad development for the Jewish people. It broke a much longer tradition of always being on the side of the oppressed, not the oppressor, and the charitable nature of the Judaism and the humanity that they advocate, into a kind of exceptionalism and nationalism. Everything is the Jews, not a single piece for other people, only for us. And in practical terms, impossible project of taking over another people's country, which led to all the troubles that followed. Et là, on est au cœur de ce dont il s'agit. C'est cette arnaque totale d'avoir associé le sionisme suprémaciste et génocidaire avec le judaïsme et avec l'État d'Israël. Et Dieu merci, de nombreux juifs le disent eux-mêmes, ce qu'il se passe actuellement en Israël n'a rien à voir avec le judaïsme, c'est une trahison du judaïsme. C'est un blasphème du judaïsme, c'est le contraire du sens profond du judaïsme. C'est en tout cas aussi ma compréhension. Je dis souvent que je suis judéophile, j'ai beaucoup de respect et d'amour pour le judaïsme, comme j'en ai pour l'islam. Un peuple au monde n'a vécu ce qu'a vécu le peuple palestinien depuis 1948. Aucun peuple. On leur a tout fait. Les sionistes les ont massacrés, les impérialistes les ont massacrés, et les régimes arabes, ces pourritures de régimes arabes les ont massacrés. C'est en Jordanie, en 1970-71, que l'armée du roi Hachémite massacre les populations
palestinienne qui était réfugiée en Jordanie. C'est toute cette situation de ce peuple qui est privé de sa terre. Et quand on entend tous ces imbéciles qui disent « les Juifs, un peuple sans terre, se sont installés sur une terre sans peuple », mais depuis des millénaires, les Arabes et les Palestiniens vivaient en Palestine. Les Palestiniens étaient l'aristocratie du monde arabe, les avocats, les notaires en Égypte, en Syrie, c'était des Palestiniens. C'était l'avant-garde intellectuelle du monde arabe, les poètes, etc. On les a massacrés, on les a réduits. Et aujourd'hui, on les affame. Et ensuite, on vient nous dire, oui, mais il y a eu le 7 octobre. Et dans 15 ans, on va encore nous parler du 7 octobre. Et dans 20 ans, on va nous parler du 7 octobre. Non. Il y a aujourd'hui un ghetto, qui est le ghetto de Varsovie à Gaza, dans lequel les sionistes, comme les nazis, écrasent le peuple gazaoui. Honte à tous ceux qui disent qu'ils n'ont rien vu. Ils savent ce qui se passe à Gaza. Appel juif international contre le génocide à Gaza. Depuis plus de 10 mois, tous les jours à Gaza, des vieillards, des femmes, des enfants, des hommes sont sciemment visés et tués. L'occupant attaque les écoles, les hôpitaux, les campements de réfugiés. Il s'acharne sur les médecins, les journalistes, les athlètes. Il organise la famine. L'occupant torture les prisonniers, comme l'a démontré le rapport B'Tselem. Depuis des mois, des centaines de milliers de Gazaouis survivent sous la tente dans les pires conditions, avec une absence d'hygiène qui favorise les épidémies. Le monde sait et les dirigeants se taisent. Certains se disent préoccupés, mais collectivement, ils laissent le gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Israël détruire chaque jour un peu plus le droit international. Pire, ils continuent de fournir armes et munitions aux génocidaires. Les États-Unis viennent de renouveler leur financement de milliards de dollars à Israël pour des armes et de l'équipement militaire. La décision qui s'impose, sanctionner fortement cet État qui commet les pires crimes en toute impunité, n'est toujours pas prise. Nous, juifs et juifs, parce que le crime est commis en notre nom, parce que nous refusons d'être complices de ce crime atroce. Parce que nous refusons que l'antisémitisme, qui est notre histoire intime, soit utilisé pour justifier l'horreur. Nous appelons à la solidarité concrète avec la population de Gaza martyrisée. Nous appelons à exiger le cessez-le-feu et l'arrêt de cette tuerie. Nous appelons tous les pays à sanctionner l'État d'Israël. Nous appelons au jugement des criminels de guerre et de leurs complices. Pendant une semaine, nous allons étudier les 7 secrets du Soudan. Charles, un ami du Cameroun, m'écrit « J'espère que tu vas bien. Ici, on me demande pourquoi Investigation ne parle pas du Soudan, par exemple, mais tout le temps seulement de la Palestine. Oui, pourquoi ? Il y a 3 ans, on parlait pas non plus de la Palestine. Normalisée, enterrée. Ce qui a changé ? Le 7 octobre. L'action de la résistance a remis la question Palestine à l'ordre du jour, puis ces héroïques journalistes palestiniens ont donné leur vie pour informer le monde sur le génocide, et nous, médias indépendants, comités de base, citoyens actifs, avons relayé massivement ce que les médias refusaient au départ de montrer. Il a fallu 2 ans. Comment pouvons-nous enfin donner sa place dans l'info à l'Afrique ? Pillage, massacre, mais aussi résistance alternative. Alors, c'est pas facile du tout pour Investigation, indépendant, à contre-courant, et donc pauvre, et donc une équipe trop petite, et je suis débordé. Je voudrais faire beaucoup plus, c'est vraiment frustrant. Quand même, nos livres vous arment pour analyser par vous-même. Dans La stratégie du chaos, mon ami Grégoire et moi avons interrogé Mohamed Hassan sur le Soudan. En 2011, tout ce qui arrive maintenant était déjà annoncé et expliqué. Lisons. Page 374. Les Britanniques ont jeté les bases de l'éclatement du pays en appliquant la politique du diviser pour régner afin de tirer un maximum de profit de cette colonie. Pourquoi le Soudan les intéressait-il? Pour son or et ses minerais. Au XIXe siècle, la compétition faisait rage en Europe. Pour gagner cette course à l'hégémonie, les puissances coloniales avaient besoin de richesses naturelles, matérielles, mais aussi humaines et financières. La colonisation a fourni ces ressources. Et puis, la Grande-Bretagne voulait contrer le projet de Mehemet Ali dans la région. Le dirigeant égyptien voulait englober le territoire soudanais dans les frontières de l'Égypte moderne dont il rêvait. Londres a tout fait
pour empêcher ce projet qui aurait créé un nouveau concurrent. L'Égypte fut envahie, puis le Soudan en 1898. Le Soudan fut administrativement séparé en deux parties. Dans le nord, on garda l'arabe comme langue officielle et l'islam. Dans le sud, par contre, l'anglais fut imposé et des missionnaires convertirent la population au protestantisme. Il ne pouvait y avoir aucun échange entre les deux régions. Par un chemin de fer de Khartoum vers la mer Rouge, toutes les richesses quittaient le pays pour être vendues sur le marché international. Au nord, on trouve des infrastructures modernes, un commerce florissant, tandis que le sud n'est presque pas développé. Commercer avec ses voisins était interdit. Le but était d'empêcher le développement des villes. Et voilà la cause de tant de malheurs. Le Soudan est un des pays les plus riches d'Afrique en ressources naturelles, mais le colonialisme l'a fragmenté, affaibli, paralysé. Pour comprendre par soi-même ces situations, je conseille à chacun d'appliquer mes 5 principes de la propagande de guerre. Principe numéro 1, occulter l'histoire, occulter l'impact du colonialisme et du diviser pour régner. C'est toujours valable aujourd'hui. Demain, nous verrons qui convoite quelle richesse et donc qui a intérêt à affaiblir le Soudan. Pendant une semaine, nous allons étudier les 7 secrets du Soudan. À demain. Pendant une semaine, nous allons étudier les 7 secrets du Soudan. Quand vous lisez les médias sur un conflit comme le Soudan, faites attention à ce qu'ils disent, mais surtout à ce qu'ils ne disent pas. Ce journal, par exemple, décrit aujourd'hui les crimes épouvantables des milices de Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, mais pas un mot sur son business, sur ses partenaires dans ce business, sur les puissances qui lui fournissent armes et protection. Hemeti est un des hommes les plus riches du Soudan, grâce au trafic de l'or, et trafic avec qui? Hemeti fricote, c'est vraiment le mot, avec les Émirats Arabes Unis. Tiens, un des grands partenaires des États-Unis et d'Israël contre les Palestiniens, contre les Yéménites et contre l'Iran. Deuxième principe donc de la propagande de guerre, cacher les intérêts économiques et stratégiques. Reprenons comme guide notre livre de 2011, La stratégie du chaos, entretien avec le grand expert des géostratégies Mohamed Hassan. Les malheurs du Soudan, en fait, commencent fin années 70, quand la compagnie US Chevron découvre de grands gisements de pétrole à la frontière de la région sud dont nous avons parlé. Alors le président de l'époque, Nimeiri, veut changer les frontières pour contrôler le maximum de ses richesses. Il instaure la charia en 1983, dans un pays où cohabitent chrétiens et musulmans. Il relance la guerre civile, plus de 20 ans, des milliers de victimes civiles. En 1983 aussi, un certain général Garang fonde la Sudan's People Liberation Army. Originaire du Sud, il prône lui un Soudan réformé, fédéral, uni et égalitaire, laïque, en décentralisant et en partageant équitablement les richesses. Ainsi, le Soudan, le Sud aussi, aurait pu se développer, mais en 2005, il meurt dans un étrange accident d'hélicoptère. En 2011, notre livre pointait déjà la cause profonde du problème. Au Soudan, il y a du pétrole. Or, le gouvernement du Nord est hostile aux puissances occidentales et 80% des réserves se situent dans la partie sud, comme le montrait notre carte. Donc, pour les impérialistes, la scission s'impose comme une évidence. Dès 2011, nous écrivions aussi, les médias ne parlent jamais des véritables objectifs économiques dans ce genre de conflit. Après le départ de Chevron, le pétrole soudanais a échappé aux États-Unis. La Chine est venue l'acheter au prix en vigueur sur le marché international. C'était win-win. La Chine obtenait l'énergie nécessaire pour son développement et le Soudan n'était plus obligé d'emprunter aux banques occidentales. Panique aux États-Unis, qui ont alors exclu le Soudan du Fonds monétaire international et imposé des sanctions. En fait, une guerre économique, un sabotage contre ce pays qui ne leur obéissait pas. Voilà pourquoi Washington a foutu le bordel, désigné comme l'annonçait notre titre, la stratégie du chaos, ce que tu ne peux contrôler, détruis-le. Aujourd'hui, l'or du Soudan est détourné par les Émirats Arabes Unis qui financent les milices criminelles du FSR. Aujourd'hui, les États-Unis disent rechercher une solution pacifique, du vent. Ils ne feront rien contre ces Émirats qui leur sont tellement utiles au Moyen-Orient. En fait, les États-Unis et Israël cherchent à contrôler aussi le Soudan. Israël voudrait même y déporter les Palestiniens. Tiens, Israël actif au Soudan, si loin de ses bases, et on ne nous en a rien dit? Ben non, on va expliquer ça demain. Dans le discours, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que c'était le soir de sa victoire. Et en général, à la fin d'une campagne, on tend la main à son adversaire, on félicite ceux qui ont participé. Et pas du tout. Lui, la guerre commence. Là, il arrive et maintenant, il va imposer le programme pour lequel il a été élu. Et le programme, eh bien, il est lui-même. Comme vous l'avez un petit peu résumé, avec des paradoxes qui sont fondamentaux. Donc, qu'est-ce qu'on a
on a à la tête de la capitale financière du monde capitaliste un communiste. C'est quand même assez formidable. Et on a à la tête de la première ville juive du monde un musulman. Et un musulman qui n'est pas forcément un islamiste, mais qui croit à sa religion et qui la suit. Son épouse est musulmane et ils se sont mariés à Dubaï. Ils ont convenu d'un contrat sous le cadre de la loi islamique. Et il a été soutenu pendant sa campagne par de l'argent islamique également. Et il a derrière lui des gens... Comment ? L'argent islamique, c'est prouvé ? Oui, il a derrière lui une personne qui s'appelle Linda Sarsour, qui est une Palestinienne militante activiste aux États-Unis et qui a coordonné un certain nombre de réseaux pour soutenir sa campagne. Maintenant, sa campagne n'a pas été axée sur des thèmes islamiques. Il s'est revendiqué musulman, mais il a un programme qui est beaucoup plus côté socialiste, communiste. Moi, j'ai suivi sa campagne, j'ai pas trouvé il n'a pas fait référence. Non, parce que c'est pas... ni à sa religiosité, ni... Non, mais quand vous lui demandez est-ce qu'il condamne l'application de la charia, il passe à côté de la question. Est-ce qu'il condamne les événements du 7 octobre ? Oui, ils étaient excessifs, mais la réponse israélienne l'était tout autant. Ouais. Et il condamne le génocide israélien, sans parler des boucliers humains du Hamas. Donc il a une façon de présenter les choses qui est quand même tout à fait particulière. Maintenant, si vous voulez, il est très ambitieux. Et ce qui est formidable dans ce personnage, c'est qu'on a le portrait typique du radical de gauche. C'est-à-dire qu'il a 34 ans, certes, il est jeune, mais il n'a jamais eu de métier jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, en dehors de la politique, n'a jamais rien fait. Il a fait un petit peu de musique, il faut regarder ses vidéos. Puis il a fait du hip-hop. Il s'appelait Young Cardamom. Il a fait du hip-hop, ça n'a pas très bien marché, il s'est converti dans la politique, mais il n'a pas de métier. Quelqu'un qui n'a pas de métier, c'est quelqu'un qui va faire de la politique à vie. Oui, c'est le portrait on en connaît en France. Ouais, c'est Bernie Sanders aux États-Unis, qui n'ont jamais rien fait d'autre. Et c'est un grand agitateur. Salopard! Cassez la photo, cassez la photo. Il faut qu'il touche, il faut lui fracasser la tête. 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 Le musulman, c'est celui qui croit en Dieu et qui respecte les autres. L'islamiste, c'est celui qui croit en Dieu et qui massacre les autres. C'est deux choses totalement différentes. D'un côté, vous avez une religion qui se doit d'être respectée parce qu'elle est respectable. De l'autre, vous avez une idéologie totalitaire qu'il faut combattre et qu'il faut éradiquer. Et il faut le faire sans faiblesse, parce que la moindre faiblesse, elle fait des morts et elle permet à ces gens-là de gagner du terrain dans notre pays.